Le problème de la France, c'est qu'on a un État omniprésent, centralisé, qui contrôle absolument tout le pays et qui détruit le pays. Et ceci dure depuis 1589, depuis l'avènement, l'arrivée des Bourbons au pouvoir. C'est bien de critiquer la République, mais les problèmes de la France ont d'abord commencé avec la monarchie, avec l'Ancien Régime. Cette centralisation du pouvoir a commencé avec Henri IV. Il faut le brider l'État. Et le meilleur moyen aussi de le faire, c'est que les Français s'occupent eux-mêmes de leur vie politique. Et qui ne laissent plus un Bourbon revenir au pouvoir et vider les caisses de l'État. Et qui ne laissent plus une classe technocrate comme les énarques détruire l'État. Et qui ne laisse plus un fanatique comme De Gaulle, qui était très mal entouré et qui savait pertinemment qu'il avait des héritiers malveillants, contrôler l'État. Ça, faut plus laisser ces trois-là. Comment on le fait? En participant activement à la vie politique du pays. Donc la démocratie directe. Et quand vous voulez flinguer le budget des collectivités, on évite de laisser sa photo sur la scène de crime avant de les accuser. Et monsieur le maire, quand vous parlez de liberté des collectivités, franchement, c'est vous qui avez supprimé les impôts locaux. Vous faites l'inverse de ce que vous préconisez aujourd'hui. Vous parlez en moonwalk. Tout ça n'est pas sérieux. David Guiraud inflige une leçon à Bruno Le Maire en l'humiliant devant tous les députés. Bruno Le Maire, qui a été auditionné par la commission des finances à l'Assemblée, a dû répondre de sa gestion catastrophique pendant 7 ans au pouvoir avec Macron. Vous allez voir que David Guiraud a tellement humilié l'ancien ministre de l'économie qu'il n'a pas dit un mot. Monsieur le ministre démissionnaire de l'économie, monsieur le ministre démissionnaire des comptes publics et collègues députés, puisque vous êtes député et ministre, vu que c'est la cour des miracles en ce moment, vous venez ce soir nous présenter les effets de 7 ans de macronisme et de votre bonne gestion des finances, à savoir un déficit record de 150 milliards d'euros en 2023 et un déficit prévu pour 2024 à moins 5,6%. On nous avait vendu un duo de pro des finances. Au final, on se retrouve avec le palmage chaud. Si la situation n'était pas aussi dramatique qu'on pourrait en rire, pas de bol, elle l'est. Pour les Français, pour nos services publics, puisque vous avez déjà prévu 10 milliards d'euros d'annulation de crédit dans le budget en février dernier, sans passer par un vote à l'Assemblée, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et vous parlez maintenant de sabrer 7 milliards d'euros supplémentaires. Vous brisez l'État social, paraît-il, parce que c'est la crise, ce qui me laisse songeur, puisque l'État n'a jamais ramassé autant d'argent de son histoire, notamment grâce aux recettes de TVA, avec la coquette somme de plus de 200 milliards d'euros. Alors évidemment, c'est la crise quand on envoie la moitié des recettes de la TVA, soit 100 milliards d'euros vers d'autres budgets que celui de l'État, à savoir celui de la sécurité sociale et celui des collectivités territoriales pour financer vos cadeaux au grand patronat. Parce que pour rappel, jusqu'en 2017, l'État gardait 90% des recettes de la TVA. Aujourd'hui, il ne conserve plus que 45% des recettes de TVA, moitié moins. Voilà où se situe précisément le déficit. En quittant vos fonctions, vous réaliserez peut-être que quand vous balancez les billets par la fenêtre, effectivement, il retombe rarement sur votre bureau. Et le pire, c'est que maintenant, vous avez le culot de nous dire que si on est en déficit, c'est à cause des collectivités locales qui, elles, contrairement à vous, sont obligées par la loi de présenter des budgets à l'équilibre et qui doivent prendre sur leur épargne pour éponger les effets de vos politiques, notamment votre bilan désastreux sur le logement qui les touche gravement. Messieurs les ministres, conseil, quand vous accusez et quand vous voulez flinguer le budget des collectivités, on évite de laisser sa photo sur la scène de crime avant de les accuser. Et monsieur le maire, quand vous parlez de liberté des collectivités, franchement, c'est vous qui avez supprimé les impôts locaux. Vous faites l'inverse de ce que vous préconisez aujourd'hui. Vous parlez en moonwalk. Tout ça n'est pas sérieux. Puisque vous supprimez les impôts les plus redistributifs et que vous vous concentrez sur l'impôt le plus injuste, la TVA pour les Français, une question simple me vient. Est-ce que vous allez préconiser, comme un récent rapport de l'Inspection générale des finances, d'augmenter la TVA, monsieur Michel Barnier, le nouveau Premier ministre d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen? Que pensez-vous de la gestion catastrophique de Bruno Le Maire concernant les 150 milliards de déficit en 2023? Partagez-moi vos avis en commentaire. Très simple. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Voilà ce qui se passe. Très simple. Le problème de la France, c'est l'État qui est trop centralisé et qui est trop présent dans le pays. 65% de poids de l'économie. Ok. Le mec a dit quelque chose de très important. Il a dit que les collectivités territoriales géraient mieux leur argent que l'État lui-même. Un État qui n'a fait que engranger de l'argent. Un État qui n'a fait que... Un État qui n'a jamais gagné autant d'argent. Et cet État gère mal son argent. Derrière, qu'est-ce que Bruno Le Maire fait? Il coupe la taxe professionnelle qui était un moyen à la collectivité territoriale, aux collectivités territoriales, de gagner de l'argent pour s'organiser
et organiser le département, la commune ou la région. Et que celles-ci doivent présenter un budget à l'équilibre. Donc sont obligées de bien s'organiser, contrairement à l'État, qui lui ne doit rendre aucun compte à qui que ce soit. Là, je ne suis pas d'accord. Il dit que c'est un cadeau qui a été fait aux grands patrons. Cette taxe que Bruno Le Maire a fait supprimer, je suis désolé, ce n'est pas un cadeau grand patron. Cette taxe, cet impôt est constitué de 2 taxes là. Il y a une taxe où on fait un calcul sur votre actif immobilier. Ils font un calcul, ils regardent, ils estiment que votre bien immobilier est censé vous rapporter telle somme chaque mois ou chaque année que du coup vous devez payer sous forme de taxe. Donc on fait le pourcentage. Et derrière, ils regardent un peu les actifs de production que vous avez dans une entreprise, ils font le calcul et ils estiment que vous devez payer tel impôt. C'est une hérésie totale. Si moi demain j'ai un local mais que je ne fais pas de bénéfice, comment voulez-vous que je survive si je n'ai pas fait de bénéfice, mais que je dois quand même payer ces taxes? Le problème de la France, c'est que on a un État omniprésent, centralisé, qui contrôle absolument tout le pays et qui détruit le pays. Et ceci dure depuis 1589, depuis l'avènement, l'arrivée des Bourbons au pouvoir. C'est bien de critiquer la République, mais les problèmes de la France ont d'abord commencé avec la monarchie, avec l'Ancien Régime. Cette centralisation du pouvoir a commencé avec Henri IV, qui a préparé l'absolutisme pour 13, 14, 15 et 16. Il est là le problème. Nous avons Henri IV qui n'était pas très content lorsque les membres du Parlement, le Parlement de base, c'était les magistrats. C'était pas les comiques qu'on a maintenant, ce n'était pas les pairs et les comtes, les nobles de Louis XVIII ou bien de Louis-Philippe Ier. C'était pas ça. De base, c'était des nobles d'épée qui, du coup, avaient le titre de noblesse parce qu'ils se sont battus et ont donné leur corps, leur vie pour le roi. Ces gens, voilà, avaient le culot de contredire le roi et ça le rendait fou. Il a centralisé le pouvoir. Et c'est là qu'a commencé les malheurs de la France. On a centralisé le pouvoir, on a mis de côté ses magistrats. Et qu'est-ce qu'il a fait d'ailleurs, Henri IV? Il a vendu une partie de l'État pour le capital. Il a vendu les offices publics pour essayer de collecter de l'argent. Il a vendu ses offices publics à des grands bourgeois, à des marchands qui avaient du capital. Derrière, ces grands bourgeois sont devenus des nobles de robe. Et en plus de ça, ils ont créé un monopole empêchant les autres d'accéder à la noblesse. Et ces gens-là contrôlaient du coup les offices de l'État. Aujourd'hui, on a les notaires, on a tous ces gens. Alors qu'avant, tu pouvais avoir cette noblesse de robe, tu pouvais avoir accès à cet office, mais à la fin de ta vie, lorsque tu mourais, cela revenait à l'État. Et l'État, après, pouvait s'organiser pour essayer de remettre ça dans un marché et du coup revendre cet office à quelqu'un d'autre. Il y avait une sorte de redistribution qui créait de l'antifragilité. Donc, les malheurs ont commencé à ce niveau-là. Ça s'est accéléré avec Louis XIV. Parce qu'il a été traumatisé, parce que il y a eu, durant la régence d'Anne d'Autriche, les nobles d'épée, les magistrats qui ont essayé de rétablir les choses avec Philippe le libéral, parce que Henri IV faisait un peu chez tout le monde. Louis XIV a eu un traumatisme, alors il a voulu installer le plus rapidement possible sa monarchie absolue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu la France encore plus fragile parce qu'il a centralisé la France. Il a ramené les nobles qui étaient plus occupés à gérer leurs terres dans leur province, leur commune, leur région. La France était complètement décentralisée. C'était un royaume, il y avait un roi, mais c'était décentralisé, tu vois. La Bretagne faisait sa vie, le Sud faisait sa vie, chacun faisait sa vie. Louis XIV, avec son absolutisme, il a dit « Allez, tout le monde, autour de moi, à Versailles. On fragilise la chose. » Et en plus de cela, alors lui, il a fait des guerres, il a ruiné la France, il a ruiné les caisses, il a vidé les caisses de la France, plus fragile. Donc ça a commencé à ce niveau-là. Ensuite, t'as Louis XV, qui fait n'importe quoi. Alors lui, une catastrophe, ce mec. Très mal entouré de libéraux, excusez-moi, mais ces libéraux, ils sont pas arrivés comme ça par magie.
Ça a commencé avec Henri IV, comme on a dit. Dès le moment où cet homme a commencé à vendre une partie de l'État pour de l'argent, c'est là que ces libéraux ont eu la chance d'entourer le pouvoir, donc Louis XV, et d'installer d'installer les prémices du libéralisme. Ensuite, Louis XVI a payé. Donc là, on a déjà une première centralisation du pouvoir. Et la centralisation s'est accélérée avec la République, avec l'abolition des privilèges, parce que, certes, l'ancien régime était centralisé d'un point de vue exécutif, d'un point de vue militaire, d'un point de vue judiciaire, certes, mais d'un point de vue économique, la France était encore décentralisée. Il y avait des corporations qui rendaient la France économiquement et socialement parlant décentralisée, avec une ascenseur social en fonction de la corporation où tu décidais de travailler. Les Suisses le font actuellement aujourd'hui. Les Suisses, ils ont un programme pour les gens qui veulent aller très loin à l'école. Ils ont aussi un programme pour les gens qui n'ont pas forcément envie d'entreprendre. Mais voilà, on a des diplômes pour eux techniques pour qu'ils puissent avoir une belle carrière dans leur pays. En France, si on avait ça, c'était les corporations. Tu avais les corporations pour les gens de la santé, tu avais les corporations pour les ouvriers, les corporations pour les financiers, pour les marchés, c'était décentralisé. Ces gens s'organisaient, ne pratiquaient aucun taux d'intérêt. Il n'y avait de chômage pour personne. Et en plus de ça, la monnaie, c'était pas du papier. Aucun problème à ce niveau-là. La République arrive, le pouvoir exécutif, militaire, judiciaire, c'était déjà centralisé. La République, elle, c'était une révolution par les bourgeois, donc des libéraux, qui ne rêvaient que de s'enrichir et d'installer le libéralisme économique anglais en France. C'était des fanatiques de l'Angleterre. Eux, ils ont achevé le travail. Ils ont capturé le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, militaire et aussi économique. Comment ? Avec l'abolition des privilèges. Un privilège, c'est une loi privée votée, ou bien, je ne sais pas comment on dit ça, accordée par le roi à une personne physique ou morale. Donc des privilèges des corporations, des groupes socio-économiques qui étaient protégés et régulés. Les libéraux, les bourgeois, lors de la Révolution, ils mettent en place l'abolition des privilèges. Donc on casse ces corporations. Et une première expérience a été faite durant le règne de Louis XV, qui était très mal entouré. Et d'ailleurs, ensuite, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Les droits de l'homme, égalité de tous devant la loi. Égalité de tous devant la loi, ça ne veut pas dire méritocratie, c'est une arnaque. Ça ne veut pas dire égalité des chances en République, c'est une arnaque. Ça veut tout simplement dire, alors, attendez, avant l'égalité de tous devant la loi, ils vous disent d'abord laïcité. Parce que le problème de l'Église catholique, c'est que tout le monde avait une sorte de grâce, mais il y avait aussi une morale collective grâce à l'Église catholique. Je vous rappelle quand même que la France, guerre des religions, elle a survécu. Donc, on met d'abord la laïcité. En mettant la laïcité derrière, on vous dit que la morale maintenant n'est que personnelle. Et ensuite, l'Église catholique ne doit plus intervenir. Et ensuite, on met l'égalité de tous devant la loi. L'égalité de tous devant la loi ne veut pas dire égalité des chances. Non, ça veut dire que maintenant qu'on a déverrouillé les corporations, tu as l'ouvrier qui n'est plus protégé, tu as le libéral qui lui a du capital, les amis de Voltaire, ils sont égaux devant la loi, donc maintenant que les marchés, voilà, tout est mélangé, le mec qui a du capital, lorsqu'il va embaucher, lorsqu'il veut capturer un marché, lorsqu'il fait travailler des gens, parce que tout le monde est égalitaire devant la loi, eh bien le contrat entre l'ouvrier et le patron est légitime et légal. Voilà. Et ils vous disent que l'offre et la demande va bien faire les choses. Une arnaque en tout genre. Donc là, les libéraux, les bourgeois libéraux et libertaires ont aussi centralisé le pouvoir économique. Ensuite, tu as un fou malade qui s'appelle Napoléon, qui lui a achevé le truc. Création de la Banque de France, une banque privée au nom de la France. Installation du Code civil. On a centralisé tout le pays. Avant, chaque région, chaque commune avait ses lois au travers du féodalisme. Le féodalisme était plus décentralisé que ce qu'on pense. Chaque région, chaque collectivité, chaque territoire, chaque collectivité territoriale avait ses propres lois, s'organisait de différentes manières. Le mec, il arrive, il centralise absolument tout. Avec son code civil, il remet des lois, il retravaille les concepts de la propriété, des droits de succession, du statut
marital, du statut de citoyen dans le pays. Il a tout centralisé. Il a centralisé la monnaie, il a centralisé au travers de la banque, il a centralisé au travers des États, au travers des armées, il a centralisé au niveau administratif, il a tout centralisé. Donc lui, Napoléon, il a encore plus accéléré la révolution des bourgeois libéraux libertaires. Catastrophe. Lui aussi pire que Louis XIV, il s'en va en guerre, il fait de l'interventionnisme républicain pour aller faire la promotion des valeurs républicaines. Résultat des courses, la haine envers la France. Ce qui a maximisé le sentiment de nationalisme des autres puissances continentales. La seule chose que cet homme a fait de bien, c'était d'essayer d'isoler les Anglais qui, eux aussi, avaient leur dogme, le libre-échange. On a une autre centralisation avec Napoléon. Ensuite, on a un autre fanatique qui nous met aujourd'hui dans un bourbier. Charles de Gaulle, qui nous a durant longtemps parlé du retour de l'autorité. Il faut remettre en place l'autorité. Il faut arrêter avec ces monarchies parlementaires, 3e et 4e. C'est aujourd'hui, voilà, la situation dans laquelle on se trouve. À dire que cet homme qui était fanatique d'un système autoritaire savait pertinemment qu'il était entouré de grands fanatiques parlementaires, c'est-à-dire, il y avait cette montée des partis politiques, il le savait pertinemment. Lui, c'était pas son problème. Il est arrivé, il a dit, hop, la 5e République, si vous voulez que je résolve le problème de l'Algérie, vous me devez laisser retravailler la constitution de l'État. Vas-y de Gaulle, fais-le. Alors, il l'aura mis à l'envers pour ce qui était de l'indépendance de l'Algérie, mais il a réussi à installer son 5e République. Résultat des courses, maintenant, on a Macron. On ne peut rien faire. Donc, il y a le problème de la France, qui est cette centralisation du pouvoir. Et ensuite, Charles de Gaulle, il y a, après Charles de Gaulle, un autre événement qui est arrivé encore pire. Avec Charles de Gaulle, on a créé des écoles, notamment l'ENA. Et là, on ne parle plus d'un homme, comme Henri IV, comme Louis XIV, comme Louis XV, comme Napoléon, comme Charles de Gaulle. On ne parle plus d'un homme. Là, on parle d'une caste. On parle d'une caste, on parle des hommes, on parle de plusieurs hommes qui ont capturé le pouvoir. Les énarques. C'est qui a rendu la France ultra centralisée. Donc, ultra fragile. Et ça, c'est le problème. C'est le problème qu'il faut principalement résoudre. Redécentraliser la France. Les collectivités territoriales gèrent mieux leur argent comparé à l'État qui ne doit rendre de compte à personne. Un État qui ne sait pas créer de la valeur ajoutée. Et un État qui a encouragé le libéralisme économique qui a commencé à opérer depuis la suppression des corporations. C'est comme ça que vous avez des industriels qui se sont énormément enrichis, des héritiers de Napoléon qui ont contrôlé la Banque de France, notamment 200 familles, et qui se sont énormément enrichis avec le chemin de fer. Il est là le problème. Donc, centralisation de l'État, il faut le supprimer. Le libéralisme économique, il faut le réguler. Parce que ce libéralisme économique, vous avez des industriels fanatiques de libéralisme économique anglais. Ils ont réussi à capter tous les appareils financiers de l'État, ils ont réussi à capter tous les moyens de production de la France. Eh bien, ces gens pratiquent un libéralisme sur tous les secteurs du pays. Parce qu'on a cassé les corporations, ces personnes ont réussi à libéraliser la santé, les armées, l'énergie, l'éducation, et puis le reste. Il y a des secteurs que nous ne pouvons pas se permettre de libéraliser. Vous ne pouvez pas libéraliser la santé. Lorsque vous libéralisez la santé, vous rendez l'hôpital esclave des financiers. Et du coup, pour se libérer de cet esclavagisme moderne, l'hôpital est obligé de faire du bénéfice. Donc, faire du bénéfice, c'est-à-dire maximiser sur la production. Qui dit maximiser sur la production, dit réduire la qualité des services.
Parce que non seulement déjà on a un État centralisé qui lui infantilise tout le monde, il a infantilisé le social, il a infantilisé l'hôpital en lui donnant des aides publiques, il a infantilisé les communes, les collectivités territoriales qui géraient mieux l'argent que lui, en disant toi tu gères trop bien, maintenant tu passes par moi. Mais en plus de cela, en les infantilisant, il les conditionne. Lorsque l'État aide la santé par exemple, il a mis en place ce qu'on appelle la tarification à l'activité. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu vas pratiquer comme activité, toi, à l'hôpital, je vais te subventionner de telle manière. Résultat des courses, l'hôpital est obligé de faire qu'un certain type d'activité pour lui recevoir les aides, des aides qui ne suffisent pas et qui le forcent à les prêter chez les marchés financiers et devenir esclave. La santé est capturée. Et il se passe la même chose avec le nucléaire. De Gaulle était peut-être un fou, mais il avait quand même réussi à rendre la France indépendante énergétiquement parlant. Les libertés individuelles, ce n'est pas dire que voilà, vous êtes tous égaux devant la loi, vous avez tous l'égalité des chances et la méritocratie existe. Ce n'est pas ça la liberté individuelle. La liberté individuelle est dans l'énergie libre et dans l'indépendance de l'énergie, car l'économie ce n'est que de l'énergie transformée. La France était indépendante grâce au nucléaire, on l'a libéralisé avec toute l'arnaque de des commissions européennes, avec toute l'arnaque des monopoles européens, on a rendu la France dépendante dans sa monnaie. La France a toujours été esclave de sa monnaie. D'abord avec la Banque de France qui était privée, donc qui était détenue par des familles privées qui conditionnaient l'État et les secteurs économiques du pays, les secteurs stratégiques du pays. Premièrement, De Gaulle a résolu le problème en nationalisant. Et ensuite, la France redevient esclave avec l'euro. Donc les secteurs stratégiques de la France, l'énergie, on a esclavagisé la France, la santé, on a esclavagisé la France, l'école et l'éducation, on a esclavagisé la France, la monnaie, on a esclavagisé la France, et l'armée, c'est pareil. On a mis la France dans l'OTAN. De Gaulle était peut-être un fanatique avec son autorité, mais il savait pertinemment qu'il y avait des secteurs où on ne pouvait pas dépendre de gens. Le nucléaire, il le savait, l'énergie, l'éducation, il le savait, l'armée, il le savait, il sort de l'OTAN. La santé, bon, malheureusement, on a mis des conditions, mais on le savait. Et on a infantilisé la France sur des secteurs où on ne peut pas libéraliser. On a libéralisé la France sur des secteurs où on ne peut pas se permettre d'installer le libéralisme économique. Donc, derrière, pour qu'un pays soit compétitif aujourd'hui dans ce monde qui est imposé par l'Angleterre, il faut que la France ait une industrie puissante. Donc, le libéralisme économique se doit d'exister en France. Vous avez 3 secteurs, le primaire, le secondaire et le tertiaire. Le secondaire est le secteur qui compte le plus, parce que le primaire ne peut pas faire la compétition avec le secondaire. Parce que le secondaire a des machines, le secondaire standardise mieux, le secondaire automatise mieux pour plus scaler et vendre plus. Il est plus rapide tout simplement. Donc le primaire se fait absorber par le secondaire. C'est comme ça qu'on crée des monopoles. C'est comme ça que l'Angleterre, par exemple, a forcé la fermeture en masse de terrains agricoles. Parce qu'il y a eu l'avènement de l'industrie où les gens étaient forcés d'aller dans les villes pour travailler. Donc le primaire, malheureusement, il se fait bouffer par le secondaire. Quand un agriculteur veut faire plus d'argent, il est obligé d'avoir des machines. Quelque part, il est obligé de transiter vers du secondaire. Ça, c'est un problème. Et le tertiaire, c'est un secteur arnaque. Parce que le tertiaire dépend du secondaire. S'il n'y a pas de secondaire, il n'y a pas de tertiaire. Il est important d'avoir un libéralisme économique efficace. Le libéralisme économique, ça ne veut pas dire vendre des trucs peu chers. Le libéralisme économique, ça veut dire investir dans l'innovation et laisser les entrepreneurs du pays construire, fabriquer, créer de la valeur ajoutée en fonction de leur identité économique. Ce qui compte dans un libéralisme économique, ce n'est pas la compétitivité sur les prix. C'est la valeur ajoutée que tu apportes à un marché, sachant ce que veut exactement le marché. Le marché veut telle chose, je crée tout un narratif pour optimiser la valeur perçue du marché et j'ai une industrie compétitive. Donc, le libéralisme économique, il faut le laisser, mais il faut le réguler. Comme le secteur primaire ne peut pas en sortir face au secteur secondaire, à ce moment-là, l'État doit installer une forme de socialisme. Donc, résultat des courses, vous devez décentraliser un État
Un État doit être décentralisé. Vous devez, faire dépérir l'État, le rendre moins centralisé. Hein. Aujourd'hui, il est trop présent dans l'État, dans l'économie. En plus, il ne crée aucune valeur ajoutée. On n'a pas besoin qu'il crée une valeur ajoutée. L'État doit juste s'occuper de protéger du libéralisme, la santé, l'éducation, le militaire, la monnaie où l'État a toujours été esclave. Il a été esclave avec les familles privées qui détenaient la Banque de France. Il a été esclave avec la loi Giscard, Pompidou, Rothschild, où on interdit à l'État de fabriquer sa propre monnaie. Il a été esclave avec l'euro qui a été imposé à la France. L'euro qui n'est pas une monnaie qui décrit correctement l'économie de la France. Toujours, l'État il doit s'occuper de ça. De la souveraineté, de l'éducation, de l'armée, de la monnaie, de la santé et de l'énergie. Voilà, là, l'État, il s'en occupe. Rien d'autre. Le reste, tu laisses le libéralisme économique faire ces choses. C'est-à-dire que tu laisses ceux qui veulent entreprendre tranquillement. Donc, diminuer les impôts. Tu laisses ceux qui veulent entreprendre tranquillement. Tu leur laisses rendre l'industrie française plus compétitive. Pas compétitive dans les prix, compétitive dans la valeur ajoutée qu'elle peut apporter à un marché national et international. Et parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de pratiquer le libéralisme économique, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être dans le primaire, tu mets en place les bonnes actions sociales pour protéger les gens qui n'ont pas forcément envie de jouer à ce jeu de libéralisme économique, ou bien qui n'ont pas forcément les armes intellectuelles et réelles économiquement parlant. Tu les protèges avec les bonnes subventions. Tu les protèges aussi en régulant un minimum quand même le libéralisme économique comme le font si bien les Singapouriens. Donc l'État dépérit. L'État s'occupe que des 5 secteurs importants. Il contrôle l'activité du libéralisme dans son pays. Il contrôle l'activité socialiste à installer dans le pays sans que ça n'empiète sur les libéraux. Et ensuite, on décentralise, comme à l'époque avec les corporations, le pays, et on laisse les collectivités territoriales s'organiser sur leur territoire avec la population, avec les moyens bancaires, avec les corporations. Donc, tu as la collectivité territoriale avec toutes les corporations autour. Corporation des marchands, c'est-à-dire que tu mets des banques territoriales, des corporations pour la santé, il y a des hôpitaux, il y a des écoles, il y a des ouvriers, des travailleurs, et vous voulez laisser s'organiser autour de la collectivité qui, elle, va collecter, va s'entendre avec tous ces corps-là pour collecter l'impôt nécessaire juste pour s'assurer le bon déroulement de la région sur un point de vue économique et social. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire. Et aussi, dernièrement, voter. Parce que l'État, il faut le tuer. Il faut le brider, l'État. Et le meilleur moyen aussi de le faire, c'est que les Français s'occupent eux-mêmes de leur vie politique. Et qui ne votent plus, et qui ne laissent plus un Bourbon revenir au pouvoir et vider les caisses de l'État, et qui ne laissent plus une classe technocrate comme les énarques détruire l'État, et qui ne laisse plus un fanatique comme De Gaulle, qui était très mal entouré et qui savait pertinemment qu'il avait des descendants, qu'il avait des héritiers malveillants, contrôler l'État. Ça, il ne faut plus laisser ces 3-là. Comment on le fait ? En participant activement à la vie politique du pays. Donc la démocratie directe. Voilà ce qu'il faut faire.